Tout ce que vous croyez savoir sur cet oiseau est faux. Vous le prenez pour une fragile petite chose, une décoration vivante suspendue au-dessus d'une fleur. En réalité, c'est l'animal qui vit le plus près de sa propre limite. Son cœur bat plus vite que vous ne pouvez l'imaginer, et chaque nuit, il s'éteint presque entièrement, au bord de la mort, pour avoir une chance de voir le matin. Bienvenue sur Planète Animal. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre du colibri, autrement dit Trochilides, la plus petite et la plus improbable des créatures à plumes de notre planète. Restez jusqu'à la fin. À la moitié du film, je vous raconterai l'expérience où l'on a cru ces oiseaux morts, rangés dans une boîte, avant de les voir revenir à la vie 1 heure plus tard. Elle va changer votre regard. Regardez-le. Il est là, immobile dans l'air, suspendu à quelques centimètres d'une fleur rouge. Ses ailes ne battent pas, elles vibrent, si vite qu'elles ne sont plus qu'une brume floue de part et d'autre de son corps. Un long bec fin plonge au cœur de la corolle, et puis, sans prévenir, il recule. Il vole en arrière, chose qu'aucun avion à hélice ne sait faire sans se retourner, puis il file de côté et disparaît. Vous venez peut-être de le confondre avec un insecte. Ne soyez pas gênés. Cette confusion est vieille comme le monde, et elle a un coupable bien précis. Dans les jardins d'Europe existe un papillon, le sphinx colibri, qui butine en vol stationnaire avec un vrombissement identique, si bien que des milliers de personnes, chaque été, jurent avoir vu un colibri en France ou en Italie. Elles se trompent. Ce qu'elles ont vu était un papillon déguisé en oiseau. Le véritable héros de notre histoire, lui, ne vit que sur un seul côté du monde. Car voici le premier fait qui devrait déjà vous arrêter. Il n'existe pas un seul colibri sauvage en Europe. Aucun en Asie. Aucun en Afrique. Aucun en Australie. Pas un seul, nulle part en dehors du continent américain. Du grand froid de l'Alaska jusqu'aux terres balayées par le vent de la Patagonie, sur toute cette immense bande de terre, ils sont partout. Ailleurs, sur le reste de la planète, ils sont absolument absents. On ne les connaît, chez nous, que par des images. Et pourtant, réduire le colibri à une seule créature serait une erreur. Ils forment une famille immense, riche de plus de 360 espèces recensées à ce jour, ce qui en fait l'une des plus vastes familles d'oiseaux du monde entier. Prenez un instant pour mesurer l'écart qui les sépare. À une extrémité se tient le colibri d'Helena, autrement dit Melissuga helenae, le plus petit oiseau vivant de la planète. Il ne vit qu'à Cuba. Un mâle adulte pèse environ 2 grammes. 2 grammes. C'est le poids de 2 ou 3 gouttes d'eau au creux de votre main, à peine plus qu'une pièce de monnaie. Posé à côté d'une grosse abeille, on peine à dire lequel des deux est l'oiseau. Je l'avoue, la première fois que j'ai lu ce chiffre, j'ai dû le relire pour être sûr de ne pas m'être trompé de zéro. Un oiseau complet, avec un cœur, 2 poumons, un cerveau, un squelette, des plumes et des yeux, qui tient tout entier dans le poids de quelques gouttes de pluie. À l'autre extrémité de la famille se dresse le colibri géant, autrement dit Patagona gigas, qui règne sur les hauteurs des Andes. Lui peut atteindre près de 23 cm de long et peser jusqu'à 24 grammes. Cela reste léger, à peu près le poids de 4 feuilles de papier. Mais rapporté à son minuscule cousin cubain, c'est un colosse, plus de 10 fois plus lourd. Imaginez que, dans une même famille humaine, un membre pèse le poids d'un enfant, et l'autre celui d'un immeuble. Voilà l'étendue du monde des colibris. Entre ces deux extrêmes s'intercalent des centaines de formes, de couleurs et de silhouettes, chacune façonnée pour un usage précis. Et c'est là qu'apparaît la vraie question, celle qui va nous accompagner longtemps. Comment se fait-il que cet animal, que tout le monde décrit comme la chose la plus fragile de la nature, soit précisément celui que les scientifiques citent parmi les chefs-d'œuvre les plus achevés de l'évolution? On l'appelle joyau, bijou, décoration. On le croit sans défense. Et c'est exactement le contraire de la vérité. Car cette petitesse n'est pas une faiblesse, c'est une décision. Une longue décision prise par l'évolution sur des millions d'années. Pensez-y un instant. Pour se nourrir presque uniquement de nectar, il fallait pouvoir se glisser dans des fleurs étroites sans les briser, tenir immobile devant elles, plonger un bec dans des tubes profonds de quelques millimètres. Un oiseau lourd n'y parviendrait jamais. Alors le corps du colibri s'est allégé, affiné, réduit.
jusqu'à devenir cet objet de précision capable de flotter dans l'air. Chaque gramme perdu était un gramme gagné en agilité. Sa fragilité apparente est en réalité le résultat d'une optimisation impitoyable. Rien, chez lui, n'a été laissé au hasard. Regardez de nouveau ce corps minuscule. Il ne pèse presque rien. Il semble sur le point de s'envoler au moindre souffle. Et pourtant, sous ces quelques grammes de plumes, se cache un moteur biologique qui tourne à un régime dont aucun autre animal à sang chaud n'est capable. Un moteur si puissant qu'il pose aussitôt un problème redoutable. Comment un corps aussi petit peut-il supporter une telle machine sans se consumer de l'intérieur? C'est justement ce qui se cache sous ces plumes que nous allons regarder de plus près. Un colibri en plein vol a le cœur qui bat jusqu'à 1200 fois par minute. Laissez ce chiffre s'installer. Le temps que vous ayez lu cette seule phrase à voix haute, le sien a déjà battu plus d'une vingtaine de fois. Le vôtre, pendant ce temps, en est peut-être à un battement, 2 tout au plus. Nous ne vivons pas au même rythme, vous et lui. Nous n'habitons même pas la même échelle de temps. Voilà ce que cache ce petit corps que nous regardions à l'instant. Pas une décoration, un moteur. Et pour comprendre à quel point ce moteur est extrême, il faut ouvrir le colibri, en quelque sorte, et regarder ce qui tourne à l'intérieur. Commençons par le cœur, puisque c'est lui le chef d'orchestre. Chez la plupart des animaux, le cœur est un organe discret, une petite pompe qui occupe une place modeste dans la poitrine. Chez le vôtre, il représente environ 1,5% de votre masse. Chez le colibri, il peut atteindre près de 2,5% du poids total, parfois davantage. Rapporté à sa taille, c'est l'un des plus gros cœurs de tout le règne animal. Un cœur 5 à 10 fois plus imposant, proportionnellement, que le nôtre. Un cœur aux parois épaisses, gorgé de vaisseaux, taillé pour une seule mission: envoyer le sang partout, tout le temps, sans jamais faiblir. Et il ne faiblit pas. En plein effort, il grimpe donc jusqu'à 1200 pulsations par minute. Même posé sur une branche, tranquille, au repos, il tourne encore autour de 4 à 500 battements. Songez à cela une seconde. Le repos d'un colibri, son moment le plus calme de la journée, correspond à un rythme cardiaque plusieurs fois supérieur à celui d'un sprinter humain lancé à pleine vitesse. Ce que nous appelons un effort maximal n'est pour lui qu'une matinée ordinaire. Mais un cœur qui bat si vite ne sert à rien s'il pompe un sang pauvre. Et c'est ici que se pose la première énigme de cette volée. Faites le calcul un instant. Un organisme aussi minuscule, qui brûle une énergie colossale à chaque seconde de vol, réclame une quantité d'oxygène proprement démesurée. Comment un corps de 2 ou 3 grammes parvient-il à capter, transporter et distribuer autant d'oxygène sans s'étouffer lui-même? Le cœur, à lui seul, ne suffit pas à l'expliquer. La réponse commence dans le sang. Celui du colibri est particulièrement riche en globules rouges et en hémoglobine, ces transporteurs microscopiques qui fixent l'oxygène et le livrent aux muscles. Là où notre sang ferait un travail honnête, le sien fonctionne à saturation, chargé au maximum, comme une flotte de camions dont pas une remorque ne roulerait à vide. À chaque battement, cette cargaison d'oxygène part vers les grands muscles du vol qui en réclament sans cesse. Et ces muscles, justement, méritent qu'on s'y arrête. Chez la plupart des oiseaux, la musculature dédiée au vol est déjà puissante. Chez le colibri, elle est démesurée. Les muscles qui actionnent les ailes représentent à eux seuls entre un quart et près d'un tiers de tout le poids de l'oiseau. Imaginez un instant que, sur votre propre corps, un seul groupe de muscles, ceux de la poitrine, pèse presque autant que le tiers de vous. Vous seriez bâti autour de votre moteur, exactement comme lui. Le colibri, au fond, est une paire d'ailes à laquelle on aurait ajouté juste assez de corps pour les faire fonctionner. Reste le problème de l'air, car brûler autant d'oxygène suppose d'en faire entrer et sortir sans interruption. Nos poumons, à nous, se remplissent et se vident, se remplissent et se vident en alternance, avec toujours un fond d'air usé qui stagne. Ceux du colibri sont bâtis sur un tout autre principe. Ils sont reliés à un réseau de sacs aériens, de véritables réservoirs souples répartis dans le corps, qui accompagnent chaque mouvement des ailes. Quand les muscles se contractent,
Il presse ses réservoirs et pousse une bouffée d'air neuf vers les poumons. Le résultat, c'est une circulation d'air presque continue, à sens quasi unique, bien plus efficace que la nôtre. Et cette respiration file à un rythme vertigineux, jusqu'à plusieurs centaines de cycles par minute lorsque l'oiseau force. Là où vous prenez une quinzaine de respirations en 1 minute tranquille, lui en enchaîne des centaines. Cœur géant, sang saturé, muscles surdimensionnés, poumons à double soufflet. Tout, dans ce corps, converge vers une seule chose: maintenir en vie une machine qui carbure à un régime interdit à presque tout le reste du vivant. Et je dois vous l'avouer, c'est en assemblant toutes ces pièces les unes après les autres que le vertige m'a pris. Chacune, isolée, est déjà remarquable. Réunies dans un volume plus petit qu'une balle de ping-pong, elles deviennent l'un des faits les plus sous-estimés de toute la zoologie. Et il reste une dernière pièce à ce corps, la plus visible, celle qui vous a séduit avant même que vous ne sachiez rien du reste. Ses couleurs. Ce feu vert, rouge, bleu, violet qui court sur la gorge et la tête de certains mâles. Regardez bien, car ici la nature vous joue un tour. Ces couleurs ne sont pas ce que vous croyez. Prenez une plume de colibri et posez-la dans l'ombre, sur une table. Rien. Elle vous paraîtra terne, sombre, d'un brun verdâtre presque triste. La couleur a disparu. Où est passé le joyau? La vérité, c'est que la plupart de ces teintes flamboyantes ne sont pas des pigments. Elles ne sont pas peintes sur la plume comme le rouge sur celle d'un cardinal. Elles sont fabriquées par la lumière elle-même. Chaque barbule de la plume, chaque minuscule ramification est tapissée de couches microscopiques empilées avec une précision folle. Quand un rayon de soleil les frappe sous le bon angle, ces couches renvoient la lumière décomposée, triée, et une couleur pure jaillit, éclatante, comme au dos d'un disque compact que vous inclinez sous une lampe. Changez l'angle, la couleur change. Éteignez le soleil, elle s'éteint aussi. On appelle cela la couleur structurelle, et c'est un chef-d'œuvre d'ingénierie optique construit à l'échelle du millionième de mètre. Ce détail a une conséquence que je trouve magnifique. Un même oiseau peut sembler noir une seconde, puis exploser en rubis la seconde suivante, selon le mouvement de sa tête face au soleil. Pour lui, ce n'est pas un caprice décoratif, c'est un langage. Un éclair de gorge lancé au bon moment vers une femelle, un signal de force jeté à un rival. Il s'allume et s'éteint, apparaît et disparaît, brouillant la vue de ses concurrents comme celle de ses prédateurs. Sa parure la plus voyante est aussi, par le jeu de l'ombre, l'une de ses meilleures cachettes. Voilà donc de quoi ce corps est fait. Un cœur affolé, un sang saturé, des muscles pour seul bagage, des poumons à réservoir et des plumes qui trichent avec la lumière. Une mécanique portée à son extrême absolu. Mais toute machine poussée à ce régime se heurte tôt ou tard à la même limite brutale. D'où vient l'énergie? Et surtout, comment ne pas s'effondrer quand la nuit tombe et que le carburant vient à manquer? Pour répondre à cela, il faut d'abord comprendre d'où vient ce petit corps et pourquoi il a fini par ressembler à cela. Il y a des dizaines de millions d'années, quelque part dans les forêts humides du sud du Nouveau Monde, un petit oiseau au bec fin chassait des insectes de branche en branche. Il ne planait pas encore devant les fleurs, il ne buvait pas encore de nectar. Rien, dans sa silhouette, n'annonçait le joyau qu'il allait devenir. Et pourtant, c'est de cet ancêtre discret qu'est sortie toute la famille flamboyante que nous connaissons. Je dois d'emblée poser une précaution, car en matière de date, la science hésite encore. Les estimations varient d'une étude à l'autre, et je préfère vous le dire franchement, plutôt que de vous asséner un chiffre trop net. Ce que les analyses les plus solides suggèrent, c'est que la famille moderne des colibris s'est constituée il y a une vingtaine de millions d'années, avec une grande explosion de formes survenue plus récemment encore, sur les 10 à 15 derniers millions d'années. À l'échelle de l'évolution des oiseaux, c'est presque hier. Ce qui est bien plus assuré, en revanche, c'est leur parenté. Vous ne le devineriez jamais en les regardant, mais le plus proche cousin du colibri n'est pas une autre créature scintillante. C'est le martinet, cet oiseau sombre et nerveux qui hurle dans le ciel de nos villes en été. Deux silhouettes que tout oppose à l'œil, l'une terne et filante, l'autre minuscule et chatoyante, partagent une même branche de l'arbre du vivant. Les deux appartiennent au grand groupe des apodiformes, littéralement les oiseaux sans pieds,
ainsi nommées parce que leurs pattes, chez tous, sont réduites à presque rien. Rappelez-vous ce détail, il reviendra plus tard. Alors, comment un chasseur d'insectes est-il devenu ce buveur de nectar suspendu dans les airs? Et voici l'énigme qui tient cette partie de notre histoire. Les fleurs, en Amérique, disposaient déjà d'une armée d'ouvriers fidèles, les insectes. Abeilles, papillons, mouches, tous butinés depuis des temps immémoriaux. Pourquoi alors tant de plantes ont-elles fini par confier leur descendance à un oiseau, plutôt que de s'en tenir à leur pollinisateur d'origine? Qu'est-ce qu'un colibri pouvait bien offrir qu'une abeille ne pouvait pas? La réponse, on la doit à une lente négociation entre deux mondes, celui des plantes et celui des oiseaux, une négociation qu'on appelle coévolution. Pour une raison qu'on ne s'explique pas encore tout à fait, les ancêtres du colibri se sont mis à goûter le nectar, et cela s'est révélé profitable, des deux côtés à la fois. L'oiseau y trouvait un carburant sucré, immédiat, d'une densité énergétique inégalée. La plante, elle, y gagnait un livreur de pollen. Dès lors, une danse s'est engagée. Génération après génération, le corps des colibris s'est modelé pour mieux atteindre le sucre. Bec allongé, langue spécialisée, vol capable de tenir immobile devant la corolle. Et les fleurs, en retour, ont ajusté leur forme, la profondeur de leur tube, leur couleur, pour mieux accueillir ce visiteur si particulier. Ce qui me frappe le plus dans cette histoire, c'est jusqu'où l'accord a pu aller. Chez certaines espèces, l'ajustement est devenu si précis qu'une seule sorte de fleur et un seul type de colibri se conviennent parfaitement, comme une clé taillée pour une unique serrure. Le bec épouse la courbe du tube. Nul autre ne peut y accéder. Nul autre ne viendra le déranger. Deux êtres que rien ne relie sinon des millions d'années d'ajustement mutuel et qui aujourd'hui ne peuvent plus se passer l'un de l'autre. Mais revenons à notre question de départ. Qu'est-ce que le colibri offrait de plus que l'insecte? Car offrir du pollen, l'abeille le faisait déjà très bien. La supériorité de l'oiseau tient à un mot, et ce mot, c'est la fiabilité. Regardez les insectes de plus près. Ce sont des animaux à sang froid, fragiles, dépendants de la météo. Qu'une averse s'abatte, qu'un vent frais se lève, que le ciel se couvre, et les voilà cloués, cachés, immobiles. Dans les forêts tropicales, où la pluie tombe presque chaque jour, cela veut dire des heures entières, parfois des journées, pendant lesquelles la pollinisation s'arrête net. Pour une fleur qui n'a que quelques jours à vivre, une telle interruption peut être fatale. Le colibri, lui, ne s'arrête pas. C'est un animal à sang chaud, endurant, taillé pour l'effort. La pluie ne l'empêche pas de voler. Mieux encore, elle semble lui convenir. L'eau qui ruisselle sur ses plumes emporte au passage les parasites qui les abîment. Là où l'insecte se terre, l'oiseau continue sa tournée, tranquille, presque à son aise sous l'averse. Imaginez deux services de livraison. L'un ferme ses portes à la première goutte, l'autre roule par tous les temps, jour après jour, sans jamais manquer une adresse. Si vous étiez une fleur, lequel choisiriez-vous? Et il y a un endroit sur Terre où ce contraste devient une question de vie ou de mort. Les hautes montagnes. Montez le long des Andes, jusqu'à ces prairies d'altitude noyées dans la brume qu'on appelle le paramo. Là-haut, il fait froid, humide, le soleil se cache derrière les nuages une grande partie du temps. Pour un insecte à sang froid, voler dans ces conditions relève de l'exploit, quand ce n'est pas de l'impossible. Beaucoup de fleurs de ces sommets ne pourraient tout simplement pas compter sur eux. Alors elles se sont tournées vers l'oiseau à sang chaud, ce petit corps qui produit sa propre chaleur et continue de butiner dans le froid mouillé du matin. Dans certaines de ces régions, plus de la moitié des espèces de plantes à fleurs remettent leur avenir entre les becs des colibris. Sans eux, ces pentes entières se tairaient. Voilà pourquoi tant de fleurs ont fini par parier sur cet oiseau. Non pas parce qu'il était plus beau, mais parce qu'il était là quand les autres ne l'étaient plus. C'est aussi ce qui explique l'incroyable foisonnement de la famille. En Amérique du Sud, et surtout le long de la jeune chaîne des Andes en pleine formation, chaque vallée, chaque versant, chaque étage d'altitude offrait ses propres fleurs, ses propres conditions, ses propres serrures à ouvrir. Et à chaque serrure nouvelle correspondait une clé nouvelle.
Un colibri au bec un peu plus long ici, un peu plus courbe là, un peu plus court ailleurs. De proche en proche, de fleur en fleur, la famille a éclaté en ce buisson prodigieux de plus de 360 espèces, cette diversité qui culmine aujourd'hui dans les montagnes du continent. Un chasseur d'insectes devenu buveur de lumière et de sucre, un cousin discret du martinet, transformé en joyau vivant. Une famille entière sculptée, fleur après fleur, par une négociation vieille de millions d'années. Tout cela ne servirait pourtant à rien sans l'outil qui rend le reste possible, cette manière de voler que nul autre oiseau ne maîtrise. Car pour tenir immobile devant une corolle, pour reculer, pivoter, se glisser au millimètre près, il fallait réinventer le vol lui-même. Et c'est précisément ce que le colibri a fait. Les pigeons ne le peuvent pas. Les aigles ne le peuvent pas. Les moineaux, les corbeaux, les cygnes, les hirondelles, aucun d'entre eux ne le peut. Sur les milliers d'espèces d'oiseaux qui peuplent la Terre, la quasi-totalité partage la même limite. Elles ne savent voler que vers l'avant. Un seul groupe a brisé cette règle. Un seul oiseau au monde peut s'arrêter net en plein ciel, faire du surplace aussi longtemps qu'il le veut, puis repartir en marche arrière, comme une voiture qui recule. Celui-là, vous le connaissez déjà. Regardez-le une nouvelle fois devant sa fleur. Il est suspendu, parfaitement immobile, le corps stable comme s'il était accroché à un fil invisible tendu dans l'air. Ses ailes ne sont plus qu'un voile flou. Il tient. Il tient 1 seconde, 2, 10, le temps qu'il faut. Puis, sans se retourner, il glisse en arrière, pivote sur place et file de côté. Ce que vous venez de voir, presque aucun autre animal à plumes n'en est capable. Et voici l'énigme qui va nous occuper. Voler en marche arrière semble un détail. Ce n'en est pas un. C'est une prouesse mécanique que 99% des oiseaux de la planète sont physiquement incapables de réaliser. Leurs ailes ne sont tout simplement pas construites pour cela. Alors comment celles du colibri y parviennent-elles? Qu'ont-elles de si différent? La réponse ne tient pas dans la vitesse, ni dans la force brute. Elle tient dans la géométrie même du mouvement. Commençons par ce que fait une aile ordinaire. Chez presque tous les oiseaux, l'aile fonctionne comme une rame. Un coup vers le bas, puissant, qui pousse l'air et soulève l'animal. Puis une remontée, molle, quasiment inutile, un simple retour à la position de départ. Toute la portance vient de la descente. La remontée ne sert qu'à recommencer. C'est efficace pour avancer, mais c'est un mouvement à sens unique, et cela interdit le surplace. Le colibri, lui, a réinventé le geste. Son aile ne rame pas, elle dessine. Elle trace dans l'air un 8 couché, une boucle continue, encore et encore. Et à chaque boucle, elle se retourne. Ce qui était le dessus de l'aile devient le dessous, puis redevient le dessus. Grâce à ce retournement, l'aile produit de la portance non seulement en descendant, mais aussi en remontant. Là où l'oiseau ordinaire ne pousse l'air que dans un sens, le colibri le travaille dans les deux, exactement comme un nageur qui, au lieu de ramer d'un seul côté, brasserait l'eau à l'aller comme au retour. Rien n'est perdu. Chaque instant du battement le maintient en l'air. Les chercheurs qui ont filmé tout cela à très grande vitesse en sont arrivés à une formule qui m'a marqué. Le colibri, disent-ils, ne vole pas tout à fait comme un oiseau, ni tout à fait comme un insecte. Il vole entre les deux. Un oiseau classique tire l'essentiel de sa portance de la descente de l'aile. Un insecte la répartit presque également entre le haut et le bas. Le colibri, lui, occupe un point intermédiaire. Il tire environ 1/4 de sa portance du mouvement vers le haut et les 3/4 du mouvement vers le bas. La nature a pris le meilleur de deux mondes et l'a fondu dans un seul petit corps. Mais un mouvement pareil réclame une articulation hors du commun. Et c'est ici que se cache la clé de tout. Chez vous, l'épaule est déjà l'une des articulations les plus mobiles du corps. Celle du colibri va bien plus loin. À l'épaule, son aile peut pivoter sur près de 180 degrés, se retourner complètement, chose qu'aucun autre oiseau ne sait faire. C'est cette rotation qui permet le 8, et donc le surplace, la marche arrière, le déplacement latéral. Un véritable cardan vivant, un joint articulé logé dans l'épaule. Et pour que ce joint travaille sans se disloquer,
Le reste de l'aile a dû se figer. Voilà le paradoxe magnifique de cette anatomie. Chez le colibri, une partie des articulations du bras ne bouge quasiment plus. Les os du bras et de l'avant-bras sont courts, presque soudés. La structure est rigide, verrouillée. L'aile n'est pas une chaîne souple comme la nôtre. C'est une pale rigide fixée à un moyeu ultramobile. Toute la souplesse est concentrée à l'épaule, toute la solidité dans le reste. Rigide là où il faut de la force, mobile là où il faut de la finesse. Faisons une pause ici un instant, sur un détail que vous avez peut-être déjà remarqué sans y penser. Pendant que le colibri accomplit tout cela, une petite musique l'accompagne. Ce vrombissement grave, cette vibration continue qui trahit sa présence avant même qu'on le voie. Ce son n'est pas une voix. Il naît des ailes elles-mêmes, qui fendent l'air si vite qu'elles le font vibrer. C'est ce bourdonnement qui lui a donné son nom dans la langue anglaise, où on l'appelle l'oiseau qui bourdonne. Quand plusieurs d'entre eux tournoient autour d'une même source de nourriture, on croirait entendre un minuscule parc d'hélicoptères mis en marche. À quelle vitesse faut-il battre des ailes pour produire un tel son? À un rythme que l'œil ne peut pas suivre. Selon les espèces, cela va d'une vingtaine à 80 battements par seconde en vol ordinaire. 80. Pour vous donner une idée, un moineau en fait une dizaine, un grand aigle 2 ou 3. Et lorsqu'un mâle fait son numéro de séduction, certaines espèces poussent encore plus loin, dépassant la centaine de battements dans les pointes les plus intenses. À ces vitesses, l'aile n'existe plus pour nous. Elle devient une brume. Et ce petit corps immobile en apparence est en réalité une fusée. En vol horizontal tranquille, le colibri file déjà entre 30 et 50 km à l'heure. Mais qu'il plonge pour séduire une femelle ou fuir un danger, et il dépasse aisément les 90, parfois davantage. Imaginez que vous rouliez sur l'autoroute et qu'une créature à peine plus lourde qu'une pièce de monnaie vous double sur le côté. Ces changements de direction, eux, sont plus rapides que votre clignement de paupières. Il pivote, s'arrête, repart avant même que vous ayez enregistré le mouvement. Il y a pourtant un prix à payer pour cette perfection aérienne, et il se cache là où on l'attend le moins, dans ses pattes. Vous vous souvenez peut-être de ce détail que je vous avais demandé de garder en tête, cette famille d'oiseaux qu'on appelle les sans-pieds. Le colibri en fait partie. Ses pattes sont minuscules, si faibles qu'elles ne lui servent presque qu'à s'accrocher à une brindille. Il ne marche pas, il ne sautille pas au sol comme un moineau. Le moindre déplacement, même le plus court, il le fait en vol. Tout son être a été sacrifié à l'aile. Il a renoncé à marcher pour devenir le meilleur voltigeur du monde vivant. Voler sans repos, se tenir immobile dans l'air, battre des ailes des dizaines de fois par seconde du lever au coucher du soleil. Un tel exploit dévore une énergie prodigieuse, la plus prodigieuse peut-être de tout le règne animal rapporté à la taille. Ce qui nous ramène à la question que nous avions laissée en suspens, la plus vertigineuse de toutes. Où ce corps minuscule trouve-t-il de quoi alimenter un pareil brasier? Et que se passe-t-il quand, la nuit venue, le carburant vient enfin à manquer? Poser un colibri devant une caméra capable de saisir 1000 images par seconde, glisser son bec dans une fleur artificielle remplie de liquide sucré et regarder au ralenti ce que fait sa langue. Ce que les chercheurs ont découvert en filmant cette scène les a stupéfiés. Pendant longtemps, on avait cru comprendre. On se trompait sur toute la ligne. On imaginait la langue du colibri comme une simple paille, un tube fin par lequel l'oiseau aspirerait le nectar comme vous aspirez une boisson. C'est faux. La langue est bien plus longue que le bec, si longue qu'elle s'enroule à l'arrière du crâne quand elle est au repos. Et son extrémité se divise en deux, comme une fourche. À chaque fois qu'elle plonge dans le nectar, ses deux pointes s'écartent, se déploient, puis se referment d'un coup sur le liquide, l'emprisonnant dans de minuscules gouttières avant de le ramener vers le bec. Ce n'est pas une aspiration. C'est un piège élastique qui se tend et se déclenche, encore et encore, une dizaine de fois par seconde. Une pompe vivante que la nature a mise au point bien avant que nous inventions la moindre seringue. Et il faut cela, parce que l'appétit du colibri défie l'entendement. Voici l'énigme de cette partie de notre histoire, et je vous préviens, elle a de quoi donner le vertige. Cet oiseau brûle son énergie si vite qu'il doit se nourrir presque sans interruption,
toutes les 10 à 15 minutes, du lever au coucher du soleil. En une seule journée, il consomme une quantité de nourriture qui approche, parfois dépasse, son propre poids. Transposez cela à votre échelle. Ce serait comme si un homme adulte engloutissait chaque jour l'équivalent de son corps entier en aliments. Alors dites-moi, comment un être qui doit manger toutes les 10 minutes fait-il pour ne pas mourir pendant la nuit, quand les fleurs se ferment et que plus rien ne vole? Gardons la question de côté un instant, car pour comprendre la réponse, il faut d'abord voir ce qu'il mange et comment. Le nectar d'abord. C'est du sucre presque pur, du carburant immédiat qui passe dans le sang en quelques minutes et alimente le brasier musculaire dont nous avons parlé. Le colibri est difficile d'ailleurs. Il goûte, il compare, il refuse un liquide trop dilué ou trop épais et privilégie une concentration en sucre d'environ 1/5. Il visite ainsi des centaines de fleurs par jour et surtout, il se souvient. Il retient l'emplacement de chaque fleur, et jusqu'au temps qu'elle met à se recharger en nectar, pour ne pas gaspiller un battement d'aile en visite inutile. Une carte mémoire du jardin, tenue à jour dans une tête plus petite qu'une noisette. Mais le sucre ne fait pas tout. Il donne l'énergie, jamais la matière. Pour bâtir ses muscles, ses plumes, ses œufs, il faut des protéines, et le nectar n'en contient presque pas. Alors ce buveur de fleurs est aussi un chasseur. En plein vol, il capture de minuscules insectes et araignées, les cueille sur une toile, les gobe dans les airs d'un coup de bec sec. Douceur et chasse, sucre et protéines, les deux faces d'un même régime d'athlète poussé à l'extrême. Prenons justement un moment ensemble, ici, sur cette image tranquille d'un oiseau qui butine au soleil. Si vous avez déjà croisé un colibri en vrai, dans un parc, à une mangeoire, au cours d'un voyage sur le continent américain, dites-le moi en commentaire. Écrivez de quelle ville vous regardez cette vidéo et ce qui vous a frappé la première fois. J'aime lire ces récits, et ils aident vraiment la chaîne à grandir. Et puisque nous parlons de choses qui semblent défier la mort, le moment est venu de tenir une promesse. Vous vous souvenez, au tout début, je vous ai promis l'histoire de ces oiseaux qu'on a cru morts, rangés dans une boîte, avant de les voir revenir à la vie 1 heure plus tard. La voici. Nous sommes au milieu du XXe siècle. Des biologistes qui étudient les colibris font une expérience troublante, presque effrayante. Au matin, ils découvrent un oiseau parfaitement immobile sur sa branche. Les yeux clos, le corps froid. Aucune réaction quand on le touche. Aucun souffle perceptible. Tout indique un cadavre. On le ramasse, on le range de côté. Et 1 heure plus tard, sous leurs yeux, la petite chose se met à frémir, se réchauffe, ouvre les yeux et repart en bourdonnant comme si de rien n'était. Ce n'était pas la mort, c'était le secret le mieux gardé du colibri. Ce secret porte un nom, la torpeur. Et c'est la réponse à notre énigme. Voici ce qui se passe. La nuit, quand les fleurs se referment et que voler ne servirait qu'à gaspiller des forces qu'il ne peut renouveler, le colibri éteint volontairement son propre moteur. Ce n'est pas un sommeil comme le vôtre ou le mien, c'est un véritable ralentissement de la vie. Son cœur, qui battait des centaines de fois par minute, tombe à quelques dizaines de pulsations, parfois 30 ou 40. Sa température, si élevée en journée, chute jusqu'à s'approcher de celle de l'air ambiant, descendant très bas par nuit froide. Sa respiration se fait rare, presque invisible. Son métabolisme s'effondre de plus de 90%. L'oiseau ne dort pas, il s'éteint. Songez à ce que cela représente. Chaque soir, cette créature accepte de se rapprocher au plus près de la mort pour économiser assez d'énergie et voir le lendemain. Une nuit en torpeur lui coûte des dizaines de fois moins de calories qu'une nuit passée éveillée. C'est précisément ce qui le sauve de la famine avant l'aube. Là où presque tout autre animal à sang chaud s'effondrerait, lui a fait de cet effondrement une stratégie de survie. Et le plus prodigieux, c'est le réveil. Personne ne le secoue, aucune alarme ne sonne. Au petit matin, de lui-même, l'oiseau commence à trembler. Ce frisson n'est pas de la peur, ce sont ses muscles qui se contractent pour produire de la chaleur, comme un minuscule générateur qui redémarre. Le cœur accélère, la température remonte, le sang se recharge en oxygène. En un quart d'heure, 1 heure au plus,
La petite chose froide et raide d'un instant plus tôt redevient cette flamme vive et affamée, prête à filer vers la première fleur du jour. Chaque nuit, il meurt un peu. Chaque matin, il ressuscite. Je vous avoue que ce détail me bouleverse encore. L'idée qu'un être vivant puisse ainsi volontairement se mettre presque à l'arrêt et repartir a de quoi laisser rêveur. Les scientifiques d'ailleurs ne s'y trompent pas. Ils étudient la torpeur du colibri dans les laboratoires du monde entier, et certains y voient une piste pour la médecine humaine, pour la conservation des organes, pour ces longs sommeils dont l'homme rêve pour voyager un jour vers l'espace. Ce que le colibri fait chaque nuit sans y penser, nous n'avons pas encore appris à le reproduire. Un cœur qu'on peut presque arrêter plus rallumé, une langue qui se déclenche comme un piège, un appétit plus grand que soi. Voilà comment ce corps tient son incroyable régime. Mais toute cette machinerie, ce feu qu'il faut sans cesse nourrir, poursuit un but que nous n'avons pas encore vraiment regardé. Trouver la fleur, la bonne, au bon moment. Et pour cela, le colibri ne voit pas le monde comme nous. Il le voit, littéralement, dans des couleurs que nos yeux ne pourront jamais percevoir. Un colibri arrive devant deux fleurs. À vos yeux, elles sont identiques. Même forme, même teinte, posées côte à côte sur la même branche. L'oiseau, lui, ne marque pas la moindre hésitation. Il fond droit sur l'une et ignore l'autre. Il n'a pas deviné. Il n'a pas eu de chance. Il a vu, sur ces deux fleurs que vous croyez pareilles, une différence aussi nette pour lui qu'un feu vert et un feu rouge. Simplement, cette différence, vos yeux sont incapables de l'apercevoir. Comment est-ce possible ? Comment un oiseau distingue-t-il des couleurs là où nous ne voyons qu'une surface unie ? Voilà l'énigme de cette partie de notre voyage, et pour la résoudre, il faut accepter une idée dérangeante. Le monde que vous voyez n'est pas le vrai monde. Ce n'est qu'une version, la vôtre, taillée par les limites de vos propres yeux. Celle du colibri est plus riche. Commençons par un peu de biologie. Au fond de votre œil, 3 types de capteurs se partagent les couleurs. Un pour le rouge, un pour le vert, un pour le bleu. Tout ce que vous avez jamais vu. Chaque coucher de soleil, chaque tableau, chaque visage n'est qu'un mélange de ces 3 signaux. 3 couleurs de base et rien de plus. Le colibri, comme beaucoup d'oiseaux, en possède un 4e. Un capteur supplémentaire, ouvert sur une région de la lumière qui vous restera à jamais fermée. L'ultraviolet. Là où vous jonglez avec 3 couleurs primaires, lui en manie 4. Prenez une seconde pour mesurer ce que cela change. Ce n'est pas seulement qu'il voit l'ultraviolet en plus, c'est que ce 4e canal se combine avec les 3 autres pour créer des teintes entièrement nouvelles, des couleurs mélangées qui n'ont pas de nom dans notre langue parce que nul œil humain ne les a jamais contemplées. Des travaux récents, menés sur des colibris sauvages entraînés à choisir entre des sources lumineuses, l'ont confirmé. Ces oiseaux distinguent des couleurs composites, mêlant l'ultraviolet à nos couleurs ordinaires que nous sommes incapables de nous représenter. Imaginez qu'on vous ait toujours vendu une boîte de crayons de 3 couleurs, en vous jurant qu'il n'en existait pas d'autres, et qu'un jour on vous montre une boîte qui en contient bien davantage. C'est à peu près l'écart entre son regard et le vôtre. Et cet écart change tout, pour lui comme pour les fleurs. Car les fleurs le savent. Beaucoup d'entre elles portent, sur leurs pétales, des motifs invisibles à nos yeux, des dessins tracés dans l'ultraviolet. Des taches, des lignes, des cibles, qui pour nous n'existent pas, mais qui pour l'oiseau s'allument comme de véritables pistes d'atterrissage, indiquant où plonger le bec, où se cache le nectar. 2 fleurs qui nous paraissent jumelles peuvent, dans l'ultraviolet, afficher 2 visages radicalement différents. L'une crie sa richesse, l'autre annonce qu'elle est déjà vide. Voilà pourquoi notre colibri, tout à l'heure, n'a pas hésité un instant. Il lisait un panneau que nous ne pouvons pas lire. Cette réponse en amène une autre, plus discrète mais tout aussi belle. Car la vue ne fait pas tout, même chez un animal aussi visuel. Arrêtons-nous sur son sens du goût. On l'a dit, le colibri refuse un nectar trop pauvre en sucre et privilégie une certaine concentration. Cela suppose qu'il goûte, qu'il compare, qu'il juge, en une fraction de seconde, la qualité du liquide au goût de sa langue. Et c'est là une petite énigme scientifique en soi.
Les oiseaux, en général, perçoivent très mal le sucré. Beaucoup en sont presque incapables. Les colibris, eux, ont dû réinventer ce sens. Les chercheurs pensent qu'au fil de l'évolution, ils ont détourné d'anciens récepteurs, prévus à l'origine pour détecter d'autres saveurs, et les ont reprogrammés pour reconnaître le sucre. Un sens du goût bricolé, réassemblé à partir de pièces destinées à un autre usage, pour un oiseau dont la survie dépend chaque jour de sa capacité à trouver le carburant le plus riche. Sa langue, du reste, n'est pas seulement un instrument de collecte, c'est aussi un organe du toucher. En se déployant au fond de la corolle, elle sent, elle explore, elle renseigne l'oiseau sur ce qu'il ne peut pas voir depuis l'entrée de la fleur. Là où nos doigts tâtonneraient dans le noir, sa langue, elle, lit la fleur de l'intérieur. Et l'ouïe? Le colibri entend, bien sûr, et certaines espèces produisent des chants et des sons plus complexes qu'on ne l'aurait cru grâce à leur organe vocal. On soupçonne même quelques espèces de haute montagne d'utiliser des sons très aigus, aux confins de ce que nous pouvons percevoir. Mais restons prudents ici, car la science en débat encore, et je préfère vous dire ce qu'on ignore plutôt que de combler les vides. Ce qui est sûr, c'est que le grand maître de ses sens, celui qui gouverne toute sa vie, demeure la vue. Car pensez-y un instant, tout chez cet oiseau repose sur l'œil. Trouver la bonne fleur dans un fouillis de verdure, repérer un rival avant qu'il n'approche, juger à la fraction de seconde la distance exacte qui le sépare d'une corolle pour y planter son bec sans la briser, en plein vol stationnaire. Un tel pilotage réclame une vision d'une précision et d'une rapidité extrême, un œil qui traite le mouvement bien plus vite que le nôtre. Là où nous verrions un décor qui file et se brouille, lui voit une scène nette, découpée, ralentie, dans laquelle chaque fleur, chaque insecte, chaque intrus garde des contours parfaitement distincts. Ce qui me touche le plus, en assemblant tout cela, c'est de réaliser à quel point notre image du colibri est pauvre. Nous le trouvons joli, nous nous extasions sur ses couleurs. Mais les couleurs que nous admirons ne sont qu'une fraction de celles qu'il porte réellement et qu'il voit sur ses semblables. Quand deux colibris se font face, ils échangent les signaux lumineux dans une gamme dont nous n'apercevons que la moitié. Nous regardons un tableau dont on nous aurait caché la moitié des teintes. Le vrai colibri, celui qui se voit lui-même, nous restera toujours en partie invisible. Un œil à 4 couleurs, une langue qui goûte et qui touche, un monde peint dans des teintes sans nom. Voilà l'univers sensible dans lequel baigne cet oiseau, un univers plus vaste que le nôtre et pourtant enfermé dans un crâne minuscule. Mais il est un domaine où le colibri n'a plus besoin de nos instruments pour nous étonner, un domaine où il est entré depuis longtemps dans nos regards, nos légendes et nos mains. Car bien avant que la science ne perce ses secrets, l'homme, lui, avait déjà croisé ce joyau vivant, et il n'a plus jamais pu l'oublier. Vers l'an 1840, un homme penché sur ses planches à dessin s'efforce de fixer sur le papier l'impossible. Il s'appelle Jean-Jacques Audubon, et il consacre sa vie à représenter les oiseaux d'Amérique. Devant lui, le colibri le met au défi comme aucun autre. Comment peindre une créature qui ne tient jamais en place, dont les couleurs changent selon l'angle du jour, et qui semble faite non de chair et de plumes, mais de lumière? Ces gravures montreront des grappes de ces oiseaux suspendus autour des fleurs, éclatants, presque irréels. Pour des milliers d'Européens qui n'en avaient jamais vu, ces images furent une révélation. Un oiseau pareil pouvait-il vraiment exister? Car il faut vous rappeler une chose que nous avons dite au tout début. En Europe, en Asie, en Afrique, on n'a jamais vu un colibri vivant. Pendant des siècles, de ce côté-ci de l'océan, ces oiseaux n'ont existé que par ouï-dire, par récits de voyageurs, par dépouilles rapportées dans des malles. Et c'est ici que se noue l'énigme de cette partie de notre histoire. Comment le plus petit oiseau de la planète, cette merveille fragile, a-t-il bien pu, à une certaine époque, se retrouver massacré par centaines de milliers, épinglé sur des chapeaux et transformé en bijoux? Comment passe-t-on de l'émerveillement au carnage? Pour le comprendre, il faut d'abord mesurer la fascination. Elle est très ancienne, et elle commence bien avant les Européens. Sur les terres mêmes où vivent les colibris, les peuples anciens d'Amérique les avaient déjà placés très haut. Chez les Aztèques, le colibri n'était pas un mignon petit oiseau.
Il était associé à l'une de leurs plus grandes divinités, une figure du soleil et de la guerre. On croyait que les guerriers tombés au combat pouvaient renaître sous la forme de ces oiseaux étincelants, revenant voltiger dans la lumière. Songez à ce renversement. Là où nous voyons la fragilité même, une civilisation entière voyait le courage, le feu, l'âme du guerrier ressuscité. Le même oiseau, deux regards, deux mondes. Quand les premiers Européens débarquent dans le Nouveau Monde, le choc est du même ordre. Ils n'ont pas de mots pour cela. Alors ils en inventent ou ils en empruntent. Joyaux volants, pierres précieuses de l'air. Dès les premières descriptions, le vocabulaire n'est pas celui de la nature ordinaire, c'est celui de la joaillerie. On ne parle pas d'un oiseau, on parle d'une gemme qui vole. Cette idée, cette assimilation du colibri à un bijou vivant paraît charmante. Elle allait devenir un piège mortel. Faisons une pause un instant sur ce basculement, parce qu'il en dit long sur nous. Tant que le colibri restait une image, un mot, une gravure d'Audubon admirée au coin du feu, tout allait bien. Le drame commence lorsque le bijou de métaphore devient un bijou pour de vrai. Nous voici au XIXe siècle, et une mode s'empare de l'Europe et de l'Amérique du Nord. La mode des plumes. Sur les chapeaux des élégantes s'entassent des ailes, des aigrettes, des oiseaux entiers naturalisés. Et parmi toutes ces dépouilles, le colibri occupe une place de choix, précisément à cause de cet éclat que rien d'autre ne pouvait imiter. On en fait des ornements, des broches, des parures. De véritables oiseaux morts, séchés, montés sur des épingles, portés comme des joyaux au revers d'une veste ou dans une chevelure. On les a appelés des broches vivantes. L'expression est glaçante, car ces broches, un jour, avaient bel et bien été vivantes. Le commerce qui s'ensuit dépasse l'imagination. Des peaux de colibri traversent l'océan par cargaisons entières, vendues à la pièce lors de grandes ventes dans les capitales. Des dizaines, des centaines de milliers de ces oiseaux minuscules sont abattus pour alimenter les ateliers de mode. Réfléchissez à ce que cela signifie concrètement. Pour garnir un seul étalage, il fallait tuer un nombre effarant de ces créatures, chacune ne pesant que quelques grammes, chacune ayant traversé des forêts, franchi peut-être des montagnes, survécu à 1000 nuits de torpeur, avant de finir cousu sur un couvre-chef. Le plus grand voltigeur du vivant, réduit à un accessoire de toilette. Je vous avoue que, en lisant l'ampleur de ce commerce, j'ai eu du mal à replacer ces chiffres sur des oiseaux réels, un par un. Il est facile d'entendre le mot centaines de milliers sans rien ressentir. Il l'est beaucoup moins d'imaginer, derrière ce mot, autant de petits cœurs qui battaient à 1000 pulsations par minute, éteints d'un coup pour une question de chapeau. Alors comment cette folie s'est-elle arrêtée? Par un lent réveil des consciences. Vers la fin du XIXe siècle et le début du XXe, des voix s'élèvent, souvent portées par des femmes, contre le massacre des oiseaux à des fins de mode. Des associations de protection naissent de ce combat. Peu à peu, des lois viennent encadrer, puis interdire, le commerce des plumes et des dépouilles sauvages. La broche vivante redevient scandaleuse. Et l'oiseau que l'on avait failli épingler jusqu'au dernier retrouve, dans le regard des hommes, sa place d'être vivant plutôt que d'ornement. C'est peut-être là le retournement le plus frappant de toute cette histoire. Le colibri est passé, en quelques générations, du statut de divinité guerrière à celui de bibelot de mode, puis à celui de symbole même de ce qu'il faut protéger. Le même oiseau, tour à tour dieu, bijou, victime, emblème. Aucun d'entre nous ne le regarde jamais tout à fait innocemment. Nous portons tous, sans le savoir, cette longue mémoire. Et aujourd'hui, notre rapport à lui a changé du tout au tout. Nous ne l'épinglons plus, nous l'attirons. Dans des millions de jardins du continent américain, on suspend des mangeoires remplis d'eau sucrée pour le voir venir. On plante des fleurs à son intention. On guette son retour au printemps comme un heureux présage. Le désir de le posséder s'est mué en désir de l'accueillir. Mais ce nouvel amour, aussi sincère soit-il, n'a pas fait disparaître les menaces qui pèsent sur lui. Certaines, plus discrètes que les fusils d'autrefois, sont peut-être plus redoutables encore. Un colibri de 3 grammes fond sur un faucon et le met en fuite. Laissez cette image un instant. D'un côté, un rapace armé de serres, capable d'avaler notre petit oiseau en une bouchée. De l'autre,
une créature plus légère qu'une pièce de monnaie, qui pique droit sur lui, le harcèle, le frappe près de la tête, jusqu'à ce que le géant renonce et s'éloigne. Ce n'est pas une exception, c'est un comportement observé encore et encore. Le plus petit oiseau du monde est aussi l'un des plus intrépides. Comment expliquer une telle audace? Pourquoi un être aussi vulnérable prend-il le risque insensé d'attaquer des adversaires 100 fois, 1000 fois plus lourds que lui? Voilà l'énigme de cette partie de notre histoire. La réponse n'est pas le courage au sens où nous l'entendons. Elle est bien plus implacable que cela. Elle tient à la seule chose qui compte vraiment dans la vie d'un colibri, l'énergie. Rappelez-vous ce que nous savons désormais. Cet oiseau vit sur le fil, à quelques heures seulement de la panne sèche. Perdre l'accès à ses fleurs, même une demi-journée, peut le condamner à ne pas passer la nuit. Dans ces conditions, un massif fleuri n'est pas un décor. C'est une réserve de carburant, une question de vie ou de mort. Alors il le défend comme tel. Le mâle, surtout, s'installe sur une branche de gué et surveille son domaine, prêt à fondre sur tout intrus. Un autre colibri, une abeille, un papillon, un oiseau bien plus gros, peu importe la taille. Quiconque approche de sa source de sucre déclenche l'attaque. Ce que nous prenons pour de la témérité n'est, au fond, que le calcul froid d'un organisme qui n'a pas le droit de perdre son repas. Et ces combats aériens sont d'une virtuosité stupéfiante. Piqués, poursuites, face à face suspendus, les deux rivaux se livrent des duels où le vol atteint des vitesses folles, bien au-delà de celles du butinage tranquille. Certaines espèces font même parler leurs plumes. L'air, en fendant les rectrices de la queue lancée à pleine vitesse, produit des sifflements, des vibrations, de véritables signaux sonores ajoutés à la bataille. Le corps entier devient une arme et un instrument à la fois. Cette même énergie farouche, le colibri la met aussi au service de la séduction. Et là, l'affrontement se change en spectacle. Chez de nombreuses espèces, le mâle ne se contente pas d'exhiber ses couleurs. Il exécute de véritables numéros. Il grimpe droit vers le ciel, parfois à 15 ou 20 mètres de hauteur, puis se laisse tomber en piqué vertigineux, freinant à la dernière seconde juste devant la femelle, dans un éclair de gorge et un bruissement calculé. Chez d'autres, les mâles se rassemblent à plusieurs sur une même scène de parade et chantent de concert, tandis que les femelles passent et jugent. Car c'est elle qui choisit. Elle observe la brillance, la vigueur, la précision du vol, et retient le prétendant qui lui semble le plus éclatant. Mais que celui qui l'a séduite ne se fasse pas d'illusions sur la suite. Voici l'un des traits les plus déconcertants de cet oiseau. Une fois l'accouplement passé, le mâle s'en va. Il ne construira pas le nid. Il ne couvra pas. Il ne nourrira pas un seul petit. Toute la charge, absolument toute, repose sur la femelle seule. Et quelle charge! Le nid qu'elle bâtit sans aucune aide est un chef-d'œuvre d'orfèvre. À peine plus grand qu'une demi-noix, il est fait de mousse, de lichen, de fines fibres végétales, le tout lié par de la soie d'araignée. Ce choix n'a rien d'un hasard. La toile d'araignée rend le nid élastique. À mesure que les petits grandissent, les parois s'étirent avec eux, comme un vêtement souple qui accompagne la croissance. À l'extérieur, des morceaux d'écorce et de lichen le camouflent en simple bosse sur une branche. L'ensemble tient dans le creux de votre paume, et pourtant il résiste à la pluie, au vent et au poids de 2 oisillons qui grossissent. Dans ce berceau minuscule, la femelle dépose 2 œufs, 2 seulement, blancs, à peine plus gros qu'un petit pois. Elle les couve presque sans relâche pendant 2 bonnes semaines, s'autorisant parfois la torpeur pour tenir sans se ruiner. Quand les petits éclosent, ils sont nus, aveugles, pas plus grands qu'un ongle. Elle les nourrit de nectar régurgité, puis d'insectes, ces protéines indispensables à leur croissance, glissées au fond de leur gorge d'un bec précis. Songez à ce que cela exige d'elle. Se nourrir elle-même, entretenir sa propre fournaise, et remplir en plus 2 ventres affamés, seuls, du matin au soir. C'est sans doute l'une des épreuves les plus rudes de toute la vie animale. Faisons une courte pause ici, sur cette mer infatigable. 3 semaines environ après l'éclosion, les jeunes s'essaient au vol. 1 mois après leur naissance, ils quittent le nid, déjà capables de voler. Mais la mère continue un temps de veiller, leur montrant où trouver les meilleures fleurs, avant de les laisser affronter le monde. Et ce monde, pour certains,
va exiger un exploit qui dépasse tout ce que nous avons vu jusqu'ici. Car parmi ces oiseaux si petits, quelques-uns sont de véritables voyageurs au long cours. Prenez le colibri à gorge rubis, autrement dit Archilochus colubris, l'un des plus connus d'Amérique du Nord. Chaque année, cette créature de 3 à 4 grammes parcourt plus de 3000 km entre ses forêts d'été au nord et ses quartiers d'hiver au sud, puis refait le chemin en sens inverse. Et au milieu de ce périple se dresse un obstacle terrifiant, le golfe du Mexique. Une étendue d'eau libre de plusieurs centaines de kilomètres, jusqu'à 800, sans une île, sans une branche, sans une fleur où se poser. Beaucoup de ces oiseaux le franchissent d'une seule traite. Imaginez la scène. Une bête plus légère qu'une pièce qui vole des heures et des heures au-dessus de l'océan, sans escale, sans ravitaillement, rien que l'eau en dessous et le vent de face. Comment est-ce seulement possible? La réponse tient dans une préparation méthodique, digne d'un ingénieur. Avant le grand saut, le colibri se gave. Il accumule de la graisse jusqu'à parfois presque doubler son poids. Ce serait comme si vous, avant un marathon, vous vous alourdissiez de la moitié de vous-même en carburant, tout en gardant chaque muscle prêt à courir. Cette graisse brûle lentement, régulièrement, et alimente le cœur et les ailes pendant toute la traversée. Mieux, en vol, l'oiseau peut plonger dans une torpeur allégée pour économiser encore, cette même mise en veille qui le sauve chaque nuit, désormais mise au service de l'exploit. Le carburant, le moteur, la mise en veille, tout ce que nous avons découvert converge ici, dans ce petit corps qui traverse un océan. Une créature capable d'affronter un rapace, d'élever seule sa nichée et de franchir la mer sur une réserve de graisse. On la croyait fragile. Elle est, en vérité, l'une des plus endurantes qui soit. Et pourtant, malgré cette force, malgré ses prouesses, ce petit être n'a jamais été aussi menacé qu'aujourd'hui. Il est là, au petit matin, sur un versant des Andes noyé de brume. Le paramo est glacé, le soleil hésite encore derrière les nuages. Une fleur particulière s'ouvre sur la pente, une fleur qui n'attend qu'un seul visiteur. Un colibri, au bec taillé exactement pour elle. Il arrive, il boit, il repart, et la fleur est fécondée. Maintenant, imaginez le même versant, quelques années plus tard, sans lui. La fleur s'ouvre toujours. Personne ne vient. Elle se referme, sèche, sans avoir donné de graines. Et avec elle s'éteint, en silence, toute une lignée de plantes. Voilà l'énigme, discrète et vertigineuse, de cette partie de notre histoire. Quand un colibri disparaît d'une montagne, ce n'est pas un oiseau qui manque. Que s'en va-t-il vraiment avec lui? Qu'est-ce qui s'effondre, en coulisses, que l'on ne voit pas tout de suite? La réponse, nous allons la découvrir, tient à ce fil invisible tendu depuis des millions d'années entre l'oiseau et la fleur. Commençons par les menaces les plus visibles. La première, la plus brutale, porte un nom simple: la destruction des forêts. Là où poussaient les arbres et les fleurs dont dépendent les colibris, on coupe, on brûle, on défriche pour l'agriculture et les villes. Et il faut comprendre pourquoi cela les frappe si durement. Beaucoup d'espèces de colibris ne sont pas répandues sur des continents entiers. Au contraire. Certaines ne vivent que sur une seule montagne, un seul versant, une seule vallée, enfermées dans un territoire minuscule par leur longue spécialisation. Rappelez-vous cette clé taillée pour une unique serrure. Quand on rase ce petit coin de monde, on n'abîme pas une population parmi d'autres. On peut effacer l'espèce entière d'un seul coup. Un oiseau qui n'existe nulle part ailleurs ne se réfugie nulle part ailleurs. C'est pourquoi, aujourd'hui, une part non négligeable des espèces de colibris figure sur les listes rouges des espèces menacées. Certaines sont si rares qu'on ne les observe plus que quelques fois par an, sur un fragment de forêt entouré de champs. Songez-y, un oiseau qui a survécu à des millions de nuits de torpeur, à des océans traversés, à des rapaces mis en fuite, peut disparaître pour de bon parce qu'on a rasé la seule colline où il savait vivre. Mais il existe une menace plus sournoise encore, et celle-ci ne se voit pas à la hache. Elle tient dans une simple question de calendrier. Souvenez-vous du pacte entre le colibri et la fleur. Tout, dans leur alliance, repose sur la synchronisation. La fleur doit s'ouvrir au moment où l'oiseau est là,
L'oiseau doit arriver au moment où la fleur offre son nectar. Pendant des millions d'années, ces deux horloges ont battu ensemble, réglées sur les saisons. Or, le réchauffement du climat est en train de les dérégler. Sous l'effet de la chaleur, certaines fleurs s'ouvrent désormais plus tôt qu'autrefois, avant que les colibris migrateurs ne soient arrivés. L'oiseau parvient à destination, épuisé par des milliers de kilomètres, et trouve la table déjà desservie. La fleur, de son côté, s'est ouverte pour un visiteur qui n'est pas encore là. Deux partenaires qui se manquent, non par distance, mais par décalage de quelques jours. Et quelques jours, pour un animal qui vit à quelques heures de la panne sèche, peuvent suffire à tout compromettre. Je vous avoue que c'est ce point précis qui m'inquiète le plus. On imagine volontiers la menace comme un fusil ou une tronçonneuse, quelque chose de visible, d'identifiable. Mais ici, l'ennemi est un léger glissement des dates, un désaccord silencieux entre deux calendriers qui se parlaient depuis toujours. Rien ne saigne, rien ne s'effondre bruyamment, et pourtant le lien se défait. Il faut mentionner aussi les mangeoires, ces petits distributeurs d'eau sucrée que tant de gens installent avec les meilleures intentions. Elles ne sont pas un mal en soi, loin de là. Elles aident parfois les oiseaux à passer une période difficile. Mais elles demandent de la rigueur. Une eau sucrée mal préparée, laissée à fermenter, mal nettoyée, peut nuire à l'oiseau au lieu de l'aider. Le désir de faire le bien ne suffit pas. Il faut le faire correctement. Notre affection, si elle est négligente, peut se retourner contre celui qu'elle prétend protéger. Alors, au bout de tout cela, que devient la vie d'un colibri qui échappe à ses périls? Elle est plus longue qu'on ne le croirait pour une telle machine. En moyenne, ces oiseaux vivent quelques années, 3 à 5 le plus souvent, car la première année, la plus dangereuse, en emporte beaucoup. Mais ceux qui la franchissent peuvent atteindre un âge surprenant. Grâce au bagage, on a suivi des individus jusqu'à 9 ans, et certaines espèces jusqu'à une douzaine d'années. C'est infiniment plus que bien des petits mammifères au métabolisme comparable, qui, eux, s'usent en une saison ou deux. La torpeur, cette faculté d'éteindre son moteur chaque nuit, n'est pas seulement une astuce d'économie. Elle est peut-être l'une des raisons pour lesquelles un corps aussi surchauffé parvient à durer si longtemps. Et maintenant, revenons à notre fleur du paramo, à ce fil invisible dont nous parlions au début. Voici ce qui disparaît vraiment quand un colibri s'éteint. Pas seulement l'oiseau, toutes les plantes qui n'avaient que lui pour messager. Et derrière ces plantes, les insectes qui en dépendaient, les animaux qui s'en nourrissaient, tout un versant de montagne qui perd, un maillon après l'autre, sa manière de se reproduire. L'oiseau et la fleur ne meurent jamais seuls. Ils entraînent dans leur chute un morceau entier du vivant. Voilà le prix caché de sa disparition. Et voilà pourquoi la préservation de cet oiseau minuscule pèse tellement plus lourd que son propre poids de plume. Nous voici arrivés presque au bout de notre voyage. Nous avons ouvert ce petit corps, remonté son histoire, appris à voir le monde à travers ses yeux, suivi sa route dans nos légendes et jusque dans nos menaces. Il ne reste plus qu'à refermer doucement les mains sur ce que nous avons appris et à regarder, une dernière fois, la créature tout entière. On dit parfois que pour vraiment mesurer une chose, il faut la comparer à ce qu'elle n'est pas. Le colibri n'est pas puissant comme l'aigle, il n'est pas majestueux comme le condor qui plane sans un battement d'ailes au-dessus des mêmes montagnes. Il n'a ni les serres du rapace, ni l'envergure du grand voilier des cimes, ni la force tranquille des oiseaux qui laissent le vent travailler pour eux. Tout ce que les autres possèdent, lui en est dépourvu. Et pourtant, sur un seul terrain, celui de l'extrême, aucun d'eux ne l'égale. Reprenons, une dernière fois, le chemin que nous avons parcouru ensemble, car c'est en le rassemblant que tout prend son sens. Chacune des merveilles que nous avons découvertes, isolées, semblait déjà tenir du prodige. Mais aucune ne pouvait exister sans les autres. Elles forment un seul système, verrouillé, où rien ne peut être retiré sans que l'ensemble s'écroule. Pensez-y un instant. Ce vol en huit, capable de tenir l'oiseau immobile dans l'air et de le faire reculer, réclame des muscles démesurés et une épaule qui pivote comme nulle autre. Ces muscles réclament un torrent d'oxygène. Cet oxygène réclame un cœur géant qui bat jusqu'à 1200 fois par minute, un sang saturé, des poumons à réservoir. Ce moteur affolé réclame un carburant sucré qu'il faut trouver sans cesse,
ce qui exige une langue piège, une mémoire des fleurs, et des yeux capables de lire des couleurs que nous ne verrons jamais. Et parce qu'un tel brasier ne peut brûler la nuit, il faut pouvoir l'éteindre, chaque soir, au bord de la mort, pour le rallumer à l'aube. Retirez une seule de ces pièces et l'oiseau tombe. Le colibri n'est pas une addition de records, c'est un équilibre tenu au fil du rasoir. Et cet équilibre a un sens, une direction unique. Tout, absolument tout dans ce corps converge vers une seule tâche, atteindre la fleur. Boire la lumière liquide qu'elle contient et porter, de corolle en corolle, le pollen qui fera vivre la forêt. Le plus petit oiseau du monde est aussi l'un des plus grands jardiniers du vivant. Sur des versants entiers d'Amérique, des milliers d'espèces de plantes ne fleurissent, ne se reproduisent, n'existent que parce qu'un colibri passe les voir. Songez à ce renversement d'échelle. Une créature de 2 grammes, tenant sur le bout de votre doigt, sur laquelle repose l'avenir de continents fleuris. C'est là, je crois, ce qui m'aura le plus marqué au long de ce voyage. Nous avons commencé par une confusion, en le prenant pour un insecte, pour une décoration, pour une fragile petite chose. Nous le quittons en sachant qu'il est l'exact contraire, non pas malgré sa petitesse, mais grâce à elle. Chaque gramme sacrifié, chaque compromis anatomique, chaque nuit passée à frôler la mort, tout cela dessine non pas une faiblesse, mais l'une des solutions les plus audacieuses que le vivant ait jamais inventées. La perfection ici n'a pas pris la forme de la force, elle a pris celle de la précision. Alors, la prochaine fois que le mot colibri passera devant vous, dans un livre, sur un écran, au détour d'une conversation, vous ne verrez plus tout à fait la même chose. Vous saurez ce qui se cache derrière l'éclat. Son cœur bat plus vite que nous ne pouvons le compter. Son vol défie ce que presque tous les oiseaux savent faire. Sa langue se déclenche comme un ressort. Ses yeux voient des couleurs sans nom. Et chaque nuit, il s'éteint pour renaître au matin. Il n'est pas le plus grand, il n'est pas le plus fort. Il est le plus intense, une étincelle de vie tenue au maximum de ce qu'un corps peut endurer. Si un jour, au cours d'un voyage sur le continent américain, dans un parc, près d'une mangeoire, un trait de lumière file soudain devant vous en vrombissant, ne le laissez pas passer. Arrêtez-vous une seconde. Ce point coloré suspendu dans l'air n'est pas un bijou, ni un jouet. Sous ces quelques grammes, en cet instant précis, un cœur s'emballe à 1000 pulsations, des ailes tracent leur lutte invisible, et des yeux vous regardent dans des teintes que vous ne verrez jamais. Regardez-le vraiment, tant qu'il est là. Merci d'avoir suivi ce voyage jusqu'au bout. Si ce film vous a appris quelque chose, un like et un abonnement aident beaucoup la chaîne à en préparer d'autres. La prochaine fois, nous partirons à la rencontre d'une autre créature, tout aussi surprenante que celle que nous quittons ce soir.